Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va revoir les résultats de l'entreprise Edenred pour l'année 2022. Avant d'aller plus loin, le petit rappel d'usage, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, donc la vidéo qui va suivre ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Alors les résultats pour l'année 2022 sont très bons, avec une croissance dans l'ensemble de ces secteurs à plus de 20%. Alors Edenred, donc c'est une entreprise spécialisée dans les paiements pour les entreprises qui sont vis-à-vis de ses employés, qui sont guidés. Donc le produit le plus connu est le ticket restaurant. Donc ce qu'ils appellent les employés bénéfices, c'est-à-dire tout ce qui est vis-à-vis de l'alimentation, essentiellement, ça représente 60% de son business. Fleet et Mobility, c'est le même concept vis-à-vis de carburant ou d'entretien de flotte de véhicules. Donc ça, c'est 28% de son chiffre d'affaires. Et le reste, c'est soit des compléments en termes de cadeaux ou le business de paiement inter-entreprise. Donc on voit que l'ensemble de ces secteurs sont en croissance à quasiment 20% pour l'année 2022. En termes de répartition géographique à garder en tête, donc c'est assez bipolaire, avec une grosse implantation en Europe pour 60% de son chiffre d'affaires et 30% en Amérique latine. Peu ou pas d'exposition en Amérique du Nord ou Asie, puisque le reste du monde ne représente que 8%. Alors, les éléments clés de son business, pour moi, c'est une entreprise qui a un moat avec une solution spécifique, qui est leader dans ces marchés où elle est implantée le plus souvent, qui a un effet de réseau qui renforce son moat avec le développement de l'entreprise. C'est une entreprise qui a par définition des revenus récurrents, puisqu'elle prélève des frais sur chaque transaction. Et que c'est comme vous le verrez, un business très margé. C'est une entreprise qui a une croissance organique relativement élevée, on va dire, avec un objectif de croissance affiché à plus de 12% d'EBITDA par an et qu'elle a battu cette année, qu'elle bat régulièrement ses objectifs. Voilà, elle surfe sur un mégatrend, on va dire modestement, mais effectivement, avec la digitalisation de nombreux paiements, elle offre une solution aux entreprises pour ces différents canaux de frais pour ses employés. Pour moi, il n'y a pas de levier opérationnel puisque c'est une entreprise qui est déjà très bien margée, même si par définition ça reste une entreprise scalable, et donc plus le volume de transactions augmente dans l'entreprise et plus sa marge va grossir. Mais comme c'est déjà très margé, ce levier me semble relativement modéré par rapport à de petites entreprises. Bon, c'est pas un handicap malgré tout dans ce cas-là, hein, mais voilà, c'est une entreprise qui a un pari optionnel puisqu'elle fait un pari notamment de s'inscrire dans le paiement inter-entreprise en Amérique du Nord, dans la digitalisation de paiement inter-entreprise. Et donc là, il y a clairement un secteur qui aujourd'hui est tout petit dans son chiffre d'affaires, mais qui pourrait devenir très gros si elle arrivait à pénétrer ce marché de manière importante. Bon, c'est une entreprise qui a par définition pas de concentration de clients, puisqu'elle a plus de 900 000, je crois, entreprises qui sont clients de ses services. Le management, c'est pas une entreprise dont le fondateur est encore aux commandes. C'est une spin-off de Accor, je crois, de mémoire. Donc, voilà, en tout cas, le management c'est pas une entreprise familiale dans ce que j'entends dans The Skin in the Game. Voilà. Alors bien sûr, elle peut être menacée par une autre entreprise qui aurait un produit moins cher, plus moderne, etc. Donc elle peut être menacée par disruption, même si cette menace me semble un petit peu faible. Elle est exposée par définition au risque de change, notamment en Amérique latine, où il y a des marchés importants, notamment au Brésil. C'est pas une entreprise qui croit uniquement par l'acquisition, donc ça c'est un point positif. Et puis elle est menacée, mais comme toutes les entreprises, par des réglementations extérieures, ce qui est d'actualité actuellement, notamment au Brésil. Alors les éléments qui ressortent du conference call, c'est que la direction est très confiante sur la croissance, donc un objectif affiché à plus de 12% d'EBITDA par an,
jusqu'à 2025, en disant que c'est le pire des scénarios et que comme cette année ils peuvent atteindre bien au-dessus. Ils insistent bien sur le fait que c'est un business scalable et donc plus les volumes augmentent et plus ils margent. Et donc ils sont protégés notamment via l'inflation sur ça. Bon, ils évoquent un élément un petit peu technique de régulation de leur système de paiement alimentaire au Brésil, pour l'instant, où il y a quand même une inconnue sur la réglementation qui pourrait se modifier au Brésil, mais il reste relativement confiant, en tout cas il affiche une confiance là-dessus, et ils insistent sur le fait qu'effectivement on verra un petit peu plus tard, l'entreprise est actuellement déleveragée, enfin désendettée, et donc a la possibilité de faire une acquisition importante d'environ 2 milliards d'euros si l'opportunité se présentait. Donc en termes de résultats, on voit que le chiffre d'affaires a grossi d'environ 10% par an sur les dernières années de manière cumulé, le résultat net de manière parallèle. On a un earning per share qui croît de 12% par an en moyenne à 1,55 € par action en 2022. En termes de free cash flow, celui-ci a explosé pour l'année 2022. On a une croissance sur ces dernières années qui est de 16% de croissance en moyenne. Alors j'ai pas trouvé effectivement le chiffre exact de share-based compensation, mais ce que j'ai pu trouver dans le rapport financier, c'est que sur les 2 dernières années, il y avait environ 50 millions d'euros qui avaient été donnés en prime au management et à ses employés. J'essaye de garder cette métrique en tête pour corriger le free cash flow, parce que par définition c'est pas une dépense de cash. Le cours actuellement sur le free cash flow yield est supérieur à 6%, ce qui me semble tout à fait correct pour une entreprise de qualité comme ça. La dette nette, on voit qu'elle a fondu fortement ces dernières années, et notamment sur l'année 2022, puisque l'explosion de son free cash flow a permis de désendetter l'entreprise de manière assez spectaculaire. Actuellement, elle est complètement désendettée avec un leverage à 0,4, un dette net sur free cash flow qui est moins d'une année de free cash flow, donc on peut la considérer comme désendettée, ce qui est à la fois positif dans ce contexte d'augmentation des taux d'intérêt d'une part, et d'autre part ce qui la met en position très clairement de faire une acquisition externe importante. Donc la capitalisation boursière de cette entreprise, pour vous donner une idée, c'est à peu près 13 milliards si je ne dis pas de bêtises, et là elle estime qu'elle a une forte frappe d'achat d'une boîte d'environ 2 milliards, ce qui risque de se passer dans les mois à venir s'ils trouvent une acquisition à la fois structurante et à des prix tout à fait corrects. Voilà, en termes de redistribution vis-à-vis des actionnaires, donc il y a une politique de croissance du dividende d'environ 8% par an ces dernières années, avec un projet de dividende au titre de l'année 2022 de 1 €, ce qui fait un price earning ratio de 64% sur le earning per share, mais en termes de free cash flow, ça représente que 25% du free cash flow. Le rendement, il est actuellement rendement sur coût de la cotation au moment où j'enregistre la vidéo, c'est-à-dire début mars, inférieur à 2%. Petit point négatif, on a vu ces dernières années une croissance d'environ d'un peu plus de 1% par an d'actions. Pour l'instant, pas de rachat d'actions, de projet de rachat d'achat significatif en tout cas pour l'entreprise. Alors en termes de valorisation, j'ai changé un petit peu mon modèle. C'est une entreprise dont il vaut mieux, à mon sens, partir sur le free cash flow, et donc je pars d'un free cash flow par action d'un peu plus de 3 €, donc 3,5 € pour l'année 2022. Et si j'appose à ce free cash flow par action une croissance de 10% par an sur les 5 prochaines années, et puis de 8% sur les 5 années d'après, avec un ratio de free cash flow à 16 fois, ce qui est tout à fait tout ce qui est d'une part dans les ambitions de l'entreprise d'une part, et en termes de valorisation tout à fait raisonnable, pour avoir un retour sur investissement de 10% par an hors dividende, bien sûr. Un prix d'entrée à 51 € paraît tout à fait satisfaisant, ce qui est pas très loin du prix actuel qui est plutôt autour des 53 €.
Donc moi, à titre personnel, je trouve, donc je vous ai fait 2 autres scénarios, un scénario plus pessimiste, un scénario plus optimiste comme j'ai l'habitude de faire, mais globalement, un scénario optimiste n'est pas totalement délirant dans ce que j'en ai fait, et donc c'est une entreprise qui me semble actuellement plutôt correctement valorisée. En termes d'analyse technique, on voit qu'il y a une tendance de long terme avec une droite bleue que je vous ai mis. Alors là, c'est en données hebdomadaires, données logarithmiques. Donc la tendance, elle est haussière, elle n'est pas loin de ses plus hauts historiques. Elle a battu récemment une zone un petit peu de résistance importante autour des 50-51 euros là, pour lequel elle était venue taper à plusieurs reprises, comme vous le voyez sur le graphique. Et là, elle est clairement, avec les résultats très positifs de l'année 2022, en train de passer cette zone vers des plus hauts. Donc historique, la tendance, elle est très positive. Alors, moi je suis actionnaire de cette entreprise, j'ai eu une douzaine d'actions avec un PRU, je crois, autour de 44 ou 45 euros, mais ça reste une position en termes de taille qui me semble trop réduite, donc c'est une position que je vais faire grossir. Mon PRU plus bas va me permettre de le lisser à la hausse avec on va dire un PRU moyen pour lequel je pense tout à fait raisonnable, en dessous de 50 euros. Donc c'est donc la thèse d'investissement moi de cette entreprise. Donc c'est une entreprise qui a une belle croissance organique supérieure à 10% sur du moyen terme, avec des marges de croissance très importantes, car le marché dans lequel elle opère reste encore très sous-pénétré, qui a de nombreux marchés, notamment géographiques, qui restent à pénétrer, et qui a, semble-t-il, un train de fond pour ses solutions. Dans la plupart de ces zones géographiques, elle est leader, et donc ça vient renforcer son effet réseau et donc renforce son mode, donc quelque chose de positif. De la même manière, son modèle est facilement scalable, et donc avec l'augmentation des volumes, elle augmente sa profitabilité, donc un cercle tout à fait vertueux. C'est une des rares entreprises, me semble-t-il, qui est à la fois protégée par l'inflation et désendettée. Ça augmente mécaniquement les volumes de transactions, et elle est à la fois favorisée par la hausse des taux, puisque c'est une entreprise qui a une forte trésorerie entre les paiements, entre la jonction entre les paiements de l'entreprise et lorsqu'ils sont déchargés. Et donc cette trésorerie pour l'instant ne rapportait absolument rien, et risque d'apporter un complément de revenu puisque cette trésorerie reste d'être rémunérateur, donc en complément de over-revenu dans les mois à venir, si les taux restent élevés, donc quelque chose qui là aussi renforce plutôt l'entreprise qu'au contraire. C'est une entreprise qui est actuellement très peu endettée, et donc qui la met en place pour faire une acquisition structurante de belle ampleur dans les mois à venir, à mon avis. Et puis toujours intéressant, de manière optionnelle, elle a un pari intéressant sur le paiement interentreprise dans le marché nord-américain, qui est actuellement sous-digitalisé, où il n'y a pas d'acteur majeur, semble-t-il, et où elle offrirait un système de paiement intéressant, ce qui pourrait être un levier de croissance très important, et peut-être une future part importante de leur revenu en termes de diversification. Alors mais les éléments fondamentaux sur lesquels je vais être vigilant et qui me feraient sortir de l'entreprise le cas échéant, c'est si elle stagnait, donc il n'y aurait pas de croissance organique, si elle se faisait disrupter, c'est-à-dire si un concurrent, je ne sais pas, de la TQS arrivait sur ces marchés historiques, notamment européens, et arrivait avec une solution qui serait moins chère, moins coûteuse, avec moins de frais, qui serait et qui conquérait de nombreuses entreprises en peu de temps, clairement ça me ferait clairement sortir de l'entreprise. Et puis ce que je trouve assez peu probable, ça serait un changement d'histoire de cette entreprise, hein. C'est une cash cow, c'est-à-dire c'est vraiment une machine à cash cette entreprise. Donc si pour une raison X ou Y on voyait sa profitabilité baisser, ce qui semble à mon avis peu probable. Alors effectivement j'en ai pas parlé, mais c'est une entreprise très bien margée, son free cash flow conversion est très très élevé, à plus de 85% sur l'année 2022, donc vous avez une entreprise qui est tout simplement une machine à cash avec de la croissance,
et lorsqu'on se base sur des chiffres de free cash flow yield, me paraît pas si cher que ça. Donc à titre personnel, je suis plutôt positif sur l'entreprise et je souhaite me renforcer dans les semaines à venir. Une exposition que je trouve, en tout cas dans mon portefeuille, trop réduite en termes de taille. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à bientôt pour d'autres analyses.